Bonjour à tous. Nous allons discuter aujourd'hui des maladies rares. C'est un topo à destinée des étudiants en médecine qui préparent l'EDN selon la réforme du deuxième cycle. Il s'agit de l'item 22. Quelques rappels sur les maladies rares. Il s'agit d'une définition qui est purement épidémiologique. On va parler de maladies rares quand il y aura moins de 1 cas sur 2000 en population générale. Ça concerne plus de 7000 maladies, donc c'est très vaste. C'est surtout les enfants et surtout des maladies génétiques. Il faut savoir qu'il n'y a aucun diagnostic qui n'a pu être posé dans 50% des cas. Et si on poule toutes les maladies rares, finalement, ça fait un gros problème de santé publique, puisque en France, ça va concerner plus de 3 millions de personnes. Alors, pour répondre à ce problème de santé publique, il a été mis en place un plan national maladies rares, donc le PNMR 3, dont l'objectif est de diagnostiquer une maladie rare moins de 1 an après la première consultation spécialisée. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce plan national, c'est qu'il faut évoquer une maladie rare à chaque fois que l'on est en face de signes ou de symptômes qui sont un peu atypiques, incohérents, inhabituels avec les présentations de maladies dont on a plus l'habitude. De ce plan va découler deux définitions qu'il faut connaître. L'errance diagnostique, qui est finalement la latence entre les premiers symptômes et le diagnostic posé, et l'impasse diagnostique, qui signifie que après toutes les investigations possibles, aucun diagnostic étiologique n'a été mis en évidence. Donc ce plan a permis de mettre en place une organisation nationale qui fait intervenir de nombreux acteurs, notamment des centres de référence maladies rares, des CRMR, des centres de compétences, CCMR, des filières de santé, maladies rares, FSMR, mais aussi des équipes relais handicap rares, des ERHR. Pour s'informer, les généralistes doivent avoir recours aux documents publiés par la HAS. Et pour la prise en charge des malades, tout spécialiste peut lire des informations, notamment sur Orphanet ou sur maladiesrareinfo.org. Alors cet item fait part de quelques maladies qu'il faut connaître durant vos études, notamment l'hémochromatose, l'hémophilie, la drépanocytose, la thalassémie et la dystrophie musculaire de Duchenne. Quelques mots concernant l'hémochromatose. Au niveau de la physiopathologie, il s'agit d'une maladie génétique qui concerne le plus souvent une mutation du gène C282Y sur le gène HFE. C'est une maladie qui est le plus souvent autosomique dominante, qui va se traduire par une anomalie de l'hepcidine et donc une absorption intestinale excessive du fer, ce qui va conduire à un défaut de fer et une accumulation hépatique, pancréatique, cardiaque. Au niveau de l'épidémiologie, une personne sur 200, surtout caucasienne, va avoir une prédisposition génétique et la pénétrance de la maladie va être incomplète avec une expression très variable. Généralement, ça touche les gens après 30 ans avec un sexe ratio qui est de 1, mais les hommes ont des symptômes un peu plus importants. Cette hémochromatose va se traduire par des symptômes divers et variés comme de l'asthénie, une mélanodermie, une hépatomégalie qui peut se compliquer par une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire, un diabète en cas d'atteinte pancréatique, une arthropathie, une ostéoporose, un hypogonadisme hypogonadotrope et une insuffisance cardiaque. À la biologie, on va avoir des anomalies de la ferritine et surtout un coefficient de saturation de la transférine qui sera augmenté. Et le traitement, pour avoir une idée, ça repose sur des saignées, c'est-à-dire qu'on va prélever régulièrement, souvent une fois par semaine, environ 500 ml de sang. À l'heure actuelle, ce sang prélevé ne peut pas faire l'objet d'un don de sang. Une deuxième maladie à connaître, c'est l'hémophilie. C'est une maladie génétique qui est liée à l'X,
qui correspond à un déficit en facteur de coagulation, soit un déficit en facteur 8 pour l'hémophilie A, soit un déficit en facteur 9 pour l'hémophilie B. Ça concerne un garçon sur 5000 naissances par an en France. Et la prévalence dans la population générale, c'est de 1 sur 12 000 personnes. Cliniquement, ça va se traduire par des hémorragies, soit spontanées, soit provoquées, sur tous les sites possibles. On peut le remarquer en cas de forme sévère, notamment au début de la marche. Le degré de sévérité va dépendre de l'activité biologique des facteurs de coagulation. Et classiquement, on va catégoriser les hémophilies en sévères, modérées ou mineures. On va parler d'hémophilie sévère si l'activité biologique des facteurs de coagulation est inférieure à 1%, modérée si cette activité biologique est entre 1 et 5%, et mineure si elle est supérieure à 40%. Le traitement repose sur la perfusion de facteurs anti-hémophiliques recombinants. C'est assez efficace jusqu'à ce qu'il apparaisse des anticorps inhibiteurs actifs contre le traitement. Ensuite, parlons un peu de la drépanocytose, que l'on appelle également l'anémie falciforme. Physiopathologiquement, il s'agit d'une maladie génétique, autosomique récessive, qui concerne le gène HBB. Ça va se traduire par une anomalie de l'hémoglobine, qui vont être en forme de faux, ce qui va conduire à une hémolyse chronique. Et il faut savoir qu'historiquement, l'évolution a fait que les personnes qui présentaient cette maladie, donc la drépanocytose, avaient une protection génétique contre le paludisme. C'est pour cela que, au niveau épidémiologique, ce sont les populations originaires d'Afrique subsaharienne ou les Antillais qui sont plus touchées par la drépanocytose. Ça concerne environ 400 nouveaux cas par an en France. Et il y a une prévalence des patients hétérozygotes en Europe de 1 pour 150. Il faut connaître 3 types de complications aiguës de la drépanocytose. L'anémie, qui peut nécessiter des transfusions répétitives, les infections bactériennes, donc à surveiller chez ces malades, et les accidents ischémiques par vaso-occlusion des petits vaisseaux. Les traitements à discuter, c'est l'hydroxycorbamide, la greffe de cellules souches hématopoïétiques ou la thérapie génique dans certaines situations. Quant au dépistage néonatal, il faut le proposer en cas de population à risque. Parlons de la thalassémie. Il s'agit d'une maladie génétique, autosomique récessive, qui se traduit par un déséquilibre des chaînes de globine dans l'hémoglobine. Et donc, selon la chaîne atteinte, on va parler d'alpha ou de bêta-thalassémie. Cela conduit à une érythropoïèse inefficace et donc à une anémie. Le traitement repose sur les transfusions, la chélation du fer et une greffe de moelle osseuse. Enfin, discutons de la dystrophie musculaire de Duchenne. Il s'agit d'une maladie génétique liée à l'X, où il n'y a pas de synthèse de dystrophine, ce qui conduit à une dégénérescence des muscles squelettiques, lisses et myocardiques, entraînant ainsi une atrophie musculaire et un déficit moteur. Cela concerne une naissance masculine sur 3500 jusqu'à une naissance masculine sur 9300. Cliniquement, dès la petite enfance, les garçons vont développer un retard psychomoteur avec des troubles du langage. Certains développent un autisme. On va pouvoir mettre en évidence le signe de Govers, qui correspond à la nécessité d'utiliser les mains pour se relever tout le temps. Puis progressivement, on va avoir une démarche dandinante et la marche sera progressivement plus possible et généralement, ça se voit entre 6 et 13 ans. Au niveau de la biologie, on remarque une créatine kinase qui est très élevée, à plus de 100 fois la norme, et il faut évidemment rechercher la mutation génétique. Les traitements vont reposer sur la corticothérapie qui permet de retarder la syphoscoliose, sur l'inhibiteur d'un enzyme de conversion ou les bêta-bloquants à visée de protection myocardique, et les thérapies géniques sont possibles en fonction de l'anomalie. Pour conclure,
Il faut bien connaître la définition de maladie rare, qui est une définition épidémiologique lorsque cette maladie concerne moins d'une personne sur 2000 en population générale. Il est important de l'évoquer dès qu'on est face à des symptômes atypiques et faire des recherches. Cela concerne surtout des maladies génétiques qui débutent dans l'enfance. Comme on l'a dit, ces maladies rares, finalement, quand elles sont toutes poulées, ça correspond à un gros problème de santé publique, d'où l'objectif du plan national maladies rares de faire un diagnostic en moins d'1 an. L'objectif est de diminuer l'errance diagnostique grâce à des réseaux d'information, à la formation continue des professionnels de santé et de diminuer l'impasse diagnostique en favorisant la recherche médicale. Bon courage à vous!